Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. Et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisque aujourd'hui c'est mon anniversaire. Oui, toute ressemblance avec le personnage de Réponse est intentionnelle. J'aime trop comme elle le dit et du coup à chaque fois que je pense c'est bientôt mon anniversaire ou c'est mon anniversaire ou quoi, j'ai sa voix dans ma tête vraiment. Ça c'est le pouvoir de Disney les gars, ils arrivent à te... Enfin bref. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, le 8 septembre, c'est mon anniversaire et du coup comme ça tombait aussi le jour où d'habitude je poste une vidéo, je me suis dit que j'allais jouer le truc à fond et vous faire une petite vidéo où on apprend à un peu mieux se connaître vous et moi. C'est un peu narcissique hein, comme concept, j'en ai conscience au moment où je le dis, genre c'est mon anniversaire du coup je vous fais une vidéo sur moi. Je ne sais pas trop si ça a du sens, je ne sais pas trop si ça va vous plaire. En tout cas, vous avez été très nombreux à me demander assez régulièrement des sortes de foires à questions, des choses comme ça. Je sais que je dois vous en faire une, mais je ne trouve pas le temps de la faire parce que c'est une vidéo qui va prendre du temps à tourner et à monter parce que d'abord, et même à préparer en amont, parce que d'abord il faut que vous me posiez des questions, moi que je les note, que je réfléchisse un petit peu à mes réponses quand même. Souvent je pense que ça va être des questions qui vont nécessiter quand même une réponse assez construite. Donc bref, tout ça pour dire que la foire à questions, je n'oublie pas, mais c'est pas encore pour tout de suite. Mais du coup en attendant, je me disais que le compromis, ça pouvait être de faire un petit tag, tag style Get to Know Me. Et quel meilleur jour pour ça que le jour de mon anniversaire. Voilà, je pense que vous avez compris, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Je sais pas pourquoi j'en fais des couches comme ça, parce que bon, bien sûr, c'est toujours cool quand c'est ton anniversaire, mais je suis pas le genre de meuf qui fait genre « Ah, mon anniversaire !» qui devient insupportable de ouf. Donc je sais pas pourquoi, là, j'éprouve le besoin de le répéter aussi souvent. On enchaîne les gars. Le but de cette vidéo, c'est donc qu'on apprenne à se connaître un petit peu mieux, enfin en l'occurrence que vous me connaissiez un petit peu mieux, sachant que ça fait plus d'1 an que je suis sur YouTube maintenant, donc je pense que vous connaissez certaines choses sur moi. Mais là, je vais reprendre les catégories d'un tag que j'ai vu passer très souvent sur les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube, Instagram, TikTok, enfin bref, la totale. Des questions qui vont vous aider à cerner ma personnalité et surtout parce que c'est le but du tag, hein, c'est pas le tag apprenez à connaître Marie dans la vie de tous les jours, ça on s'en fout, c'est la Marie livresque, entre guillemets. Voilà. Donc là déjà, cette partie vous en révèle beaucoup trop sur moi. Je vous mettrai, si jamais ça vous intéresse, toutes les questions, les catégories, je ne sais pas trop comment il faut dire, dans la barre de description, vierge, sans mes réponses. Et là, je vais donc répondre aux catégories. C'est le principe d'un tag. Allez, on y va, parce que sinon je sens que ça va durer 4 piges. On commence évidemment avec le basico-basique, c'est-à-dire mon nom et mon âge. Moi, je m'appelle Marie. Sur les réseaux sociaux, c'est Muffin and Books, ou la folle au livre, ou la fangirl, la drama queen, la meuf qui a beaucoup trop de book boyfriend. Parfois on m'appelle aussi l'autrice de la carte des confins, ce que j'aime beaucoup, plus que la folle au livre. Mais mon vrai prénom c'est Marie. J'ai 29 ans aujourd'hui, tout pile, je pense que vous l'avez compris. J'habite à Lyon depuis maintenant 12 ans. Ouais, plus de 10 ans en tout cas c'est sûr parce que je suis venue pour mes études, donc après mon bac, ça commence à dater. Mais je suis originaire de Chambéry en Savoie, c'est là que je suis née, c'est là que j'ai grandi. J'ai déménagé qu'une seule fois de ville dans ma vie, c'est pour passer de Chambéry à Lyon pour mes études. Après dans Lyon j'ai déménagé plusieurs fois mais ça on s'en fout, donc catégorie suivante. Question suivante, est-ce que je suis en couple? Non. Non, et ça nécessite pas forcément de s'apesantir sur cette question, donc on enchaîne. La catégorie suivante du tag, c'était famille. Genre, c'était juste marqué famille, donc j'en déduis qu'il faut que je parle de ma famille. Donc ma famille, c'est mes parents, évidemment, que j'aime beaucoup, qui sont mes plus grands fans, mes plus grands supporters et surtout mes plus grands soutiens moraux. Ils habitent toujours en Savoie. Après, j'ai 2 demi-frères, du coup, qui sont plus grands que moi, qui sont mariés et qui ont des enfants chacun. Donc j'ai 2 nièces et 3 neveux et c'est trop drôle de pouvoir partager mes lectures avec certains de mes neveux et nièces. Il y en a, c'est pas des très gros lecteurs, mais mes nièces en particulier, elles adorent lire. Et du coup, des fois, je leur file des livres, je leur fais des petites recommandations et tout, c'est incroyable. Faut savoir que dans ma famille, ma maman lit beaucoup, c'est par phase, mais elle lit quand même beaucoup, alors que mon papa, il lit pas beaucoup, enfin c'est pas un gros lecteur, mais il a quand même lu mes romans, et ça c'est... Voilà. Après, il y a la question, est-ce que j'ai des animaux? Non. Tout simplement parce que j'aimerais bien, je pense, avoir un chien ou un petit chien ou un petit chat. Mais vu que je vis seule dans un appartement qui est quand même pas très grand et que objectivement je suis au travail presque 50 heures par semaine si tu mets tout bout à bout entre les moments où je suis au travail, le trajet et les moments où j'ai des trucs à faire à droite à gauche, je pense honnêtement qu'un animal de compagnie se sentirait hyper seul et ça me rendrait trop triste de savoir qu'il est enfermé toute la journée et qu'il aura droit qu'à une petite balade le soir ou le matin. Enfin bref, vous avez compris l'idée. C'est pas que je veux pas, mais c'est que je pense que c'est pas la situation idéale pour un animal actuellement. À voir dans le futur, je ne dis pas non.
Après, j'ai jamais vraiment eu d'animal de compagnie. Enfin, j'ai eu des poissons rouges quand j'étais petite, mais je pense que ça compte pas vraiment quand même. Mais j'ai jamais eu de chat ou de chien ou de hamster ou que sais-je. Donc je pense que c'est pour ça aussi que j'en éprouve pas forcément le besoin aujourd'hui. Mais j'ai pu du coup passer du temps avec des amis qui, elles, ont des animaux de compagnie. Et c'est vrai que quand même, tu vois, petite boule de poil toute affectueuse, c'est trop mignon. Après, je sais que c'est aussi beaucoup d'engagement, que ce soit au niveau du temps, au niveau financier, voilà, au niveau moral et émotionnel. Donc pas pour le moment, mais pourquoi pas. Et je m'étends beaucoup trop sur cette catégorie qui aurait dû être répondue en genre 2 secondes. Dernière question pour apprendre un peu plus à cerner le personnage. Quel est mon métier ? Je suis libraire principalement, c'est mon activité principale, c'est la première source de mes revenus on va dire, et c'est aussi ce qui me prend le plus de temps, de vous à moi. Je suis libraire dans un magasin Cultura, je m'occupe du coup du rayon librairie, mais particulièrement du rayon jeunesse. Donc ça va du plus petit âge, genre télélivres en tissu, les trucs où tu tires, tu touches, etc. Aux romans adolescents, en passant par les activités, les documentaires, enfin bref, la totale. Et oui, ça inclut Choupi, vous n'êtes pas sans le savoir que c'est mon meilleur ami. Oui, je suis ironique. Ça fait donc 4 ans que je suis libraire. Récemment, je suis passée adjointe librairie. Enfin, c'est une formulation, on va dire, dans les magasins Cultura, mais c'est, on va dire, l'échelon un peu au-dessus de libraire. Et à côté de ça, évidemment, puisque je vous parle aujourd'hui, j'ai d'autres activités. Je suis autrice. C'est moi qui ai écrit ça, si jamais. J'ai déjà eu l'occasion de vous en parler sur mes réseaux sociaux dans le long, à large et en travers. Je vous avais même fait une vidéo pour vous parler de mes sagas. Enfin, de ma saga. Calme-toi, Marie, t'en as écrit qu'une déjà. Ça, c'est le premier tome, mais il y a 3 tomes, donc 2 tomes qui se suivent vraiment et un préquel qui explore un petit peu plus l'univers. Et qui sait, peut-être qu'il y aura d'autres livres dans l'univers, on sait pas trop. Donc je suis autrice avec tout ce que ça implique, évidemment d'écrire, mais aussi tout le travail de réécriture et tout le travail de promotion au moment de la sortie des livres, mais pas que, après un petit peu plus dans le temps. Si tu veux que tes livres continuent à vivre et te rapportent quand même un petit peu d'argent, c'est évidemment pas le but premier, je n'écris pas pour l'argent, mais vu le travail que ça me demande, t'as envie quand même que ça te rapporte un petit quelque chose. Et pour ça, il faut que ton livre continue à se vendre et pas seulement les 2 semaines après sa sortie. Donc c'est beaucoup de travail et de promotion, c'est pouvoir compter évidemment dans mon cas sur ma maison d'édition qui fait un travail de ouf. Et c'est aussi pour ça que je suis extrêmement présente sur les réseaux sociaux et que je parle de mon livre très souvent. Un peu trop souvent je pense au goût de certaines personnes, mais vu que c'est mon bébé, je peux pas m'en empêcher quand même. Et enfin, troisième travail, troisième casquette, je suis du coup évidemment sur les réseaux sociaux en tant que, alors j'aime pas vraiment le terme, mais influenceuse littéraire on va dire, et créatrice de contenu. J'étais sur les réseaux sociaux avant d'être publiée en tant qu'autrice et avant d'être libraire. Donc en fait, historiquement, j'ai d'abord été sur les réseaux, puis je suis devenue libraire, puis j'ai été autrice publiée. Voilà, il y en a certains qui me demandent souvent la chronologie de la chose, donc la voici. Je compte les réseaux comme un métier, entre guillemets, comme une activité parce que j'en tire de l'argent puisque j'ai des partenariats rémunérés, que désormais je peux toucher un petit quelque chose grâce à vous sur YouTube quand vous regardez beaucoup mes vidéos. Mais c'est vraiment un complément d'activité, c'est quelque chose que je fais en plus, ce qui devient quand même un peu compliqué parce que c'est aussi quelque chose à laquelle j'ai envie de me consacrer à fond et je ne peux pas parce que bien sûr il faut que j'équilibre toutes les parties de ma vie. Quand je dis équilibrer, quand je fais ce geste on a l'impression que c'est très simple mais en fait c'est plutôt c'est n'importe quoi, je jongle mais n'importe comment. Donc c'est pas toujours évident, mais c'est 3 facettes en fait de ma vie déjà que j'aime énormément et qui ont tendance à se compléter et qui me permettent en fait d'avoir une vision du monde de livre assez globale et j'adore ça et du coup j'ai pas envie de privilégier une activité au détriment d'une autre ou de faire l'impasse sur une même si c'est que temporaire, enfin bref, vous l'avez compris, c'est compliqué, je suis une fille compliquée, ma vie est compliquée. Et ma vie est aussi un petit peu fatigante, c'est pour ça que y a des moments, que ce soit sur les réseaux ou dans la vraie vie, je suis pas au top de ma forme. Mais écoutez, pour le moment, je tiens bon et je prends énormément de plaisir à faire les 3 parties de ma vie, de mon travail. Et j'espère que ça se ressent quand vous regardez par exemple une de mes vidéos. Je sais que vous avez beaucoup de questions en général sur ça, que ce soit sur le côté libraire, autrice ou même réseaux sociaux. Et je pense que c'est quelque chose qui va aussi beaucoup revenir dans la prochaine foire à questions que je ferai si un jour j'ai le temps. Donc n'hésitez pas à me reposer des questions en commentaire ou à m'envoyer des DM sur les réseaux ou quoi que ce soit. Ça me fait toujours plaisir d'y répondre, ça me prend du temps donc je mets parfois un petit peu de temps justement, mais ça me fait toujours plaisir d'y répondre donc surtout n'hésitez pas. Et on continue le tag. Donc sur le tag que j'ai trouvé, il y avait plusieurs catégories. Donc là c'était la présentation générale on va dire. Et après il y avait la catégorie l'enfance de la lectrice, ou du lecteur bien sûr, tes habitudes de lecteur ou lectrice, et tes préférences de lecteur et lectrice. La première question c'était, est-ce que tu as un souvenir d'enfance, de lecteur bien sûr, à partager? Et alors moi j'en ai beaucoup parce qu'il y a des trucs hyper importants dans ma vie que j'oublie, mais alors il y a des choses toutes bêtes qui me collent à la tête pendant des années, voire des décennies. Mais je pense qu'un des souvenirs que j'ai le plus, c'est moi sur
ma mezzanine, parce que j'avais une mezzanine quand j'habitais chez mes parents, avec un lit, bon bah forcément, et un Velux. Et en fait, la nuit, genre quand il fallait éteindre la lumière, ouais, Marie va te coucher, nanana, bisous, bonne nuit et tout, et ben moi je rouvrais le Velux, pas la fenêtre, hein, mais juste vous savez, le rideau du Velux, et je lisais à la lumière de la lune. Alors à l'époque, j'avais genre 10 ou 11 ans ou une connerie comme ça, j'avais l'impression que je lisais jusque très très tard dans la nuit. En réalité, je devais lire jusqu'à minuit et quelques, ce qui est déjà énorme, mais j'avais l'impression d'être une rebelle. Et surtout, bah évidemment, la lumière de la lune, ça n'éclaire pas bien. Ce qui explique pourquoi aujourd'hui je porte des lunettes, parce que je me suis bousillé les yeux à essayer de lire à la lumière de la lune. Et après, quand j'ai été un petit peu plus grande et que mon cerveau s'est développé et que j'ai eu une petite connexion de neurones, je me suis dit... lampe de poche. Et après, du coup, je suis passée à la lampe de poche sous le drap pour lire quand même de manière un petit peu plus confortable. Je me souviens avoir eu très très chaud, parce que bah, du coup, forcément, ça chauffe. Mais au moins, je pense que j'ai cessé de défoncer mes yeux à essayer de déchiffrer des mots à la lumière de la lune. Je le répète parce que c'est quand même un peu débile comme plan, hein. Ne faites pas ça chez vous. Un autre souvenir qui m'a marqué, c'est quand je lisais les romans de Pierre Bottero pour la première fois. Je me souviens plus l'âge que j'avais du coup, mais j'étais quand même aussi assez jeune. Et je me souviens très bien que j'avais fini un des tomes, je sais plus lequel, je vous avoue je sais plus lequel, mais j'étais au milieu de la saga et j'avais fini du coup. Et c'était un samedi soir. Et on devait aller manger chez des amis avec mes parents, genre le dimanche midi. Et moi, peu importe où on allait, je prenais un livre. Et tout le monde savait très bien que on mangeait, nanani, je parlais un moment. Et après, je me mettais dans un coin et je bouquinais. Tout le monde savait ça. C'était Marie, elle lit. Elle était pas chiante. Elle était pas forcément de très bonne compagnie, du coup, je vous l'accorde. Mais au moins, elle était pas chiante. Et là, du coup, le samedi soir, je finis mon livre et je dis à mes parents, bah non, mais c'est pas possible, là, j'ai plus rien à lire. Il me faut un livre et tout. Mes parents, hyper adorables, parce que franchement, je pense que moi-même, je me serais mis des baffes. Ils m'ont dit, écoute, on va regarder. Bon, bah vas-y, Leclerc, c'est ouvert le dimanche matin. On passe chercher ton livre avant et après on va à notre repas avec nos amis. Il se trouve que le livre que je voulais, donc la suite de la saga Pierre Bottero, n'était pas au Leclerc le dimanche matin. Et là, je me souviens parfaitement que j'ai fait la gueule à mes parents et que j'ai tiré la tronche toute la journée. Alors qu'ils y étaient pour rien, ils ont déjà été hyper gentils de m'emmener dans un endroit qui n'était pas forcément sur notre chemin pour avoir un livre. Bon alors après, ils y étaient pas, c'était pas de leur faute. Et ben moi, j'ai fait la gueule les gars. J'ai fait la gueule parce que du coup, je n'avais pas la suite de ma saga, parce que du coup, j'étais obligée de lire un autre livre alors que c'était pas lui que je voulais lire. Enfin bref, insupportable la gamine, insupportable. Mais ça montre que déjà à l'époque, j'étais une drama queen et j'étais beaucoup trop investie dans mes lectures et beaucoup trop à fond dans cet esprit lectrice, immersion dans l'univers et tout et tout. Voilà, c'était des petits souvenirs. Je ne sais pas pourquoi je me souviens de ça, parce que c'était déjà il y a hyper longtemps et c'est pas des souvenirs particulièrement marquants. Enfin, vous voyez, le truc de la lune, si, parce que bah du coup, comme vous le voyez, ça m'impacte encore aujourd'hui. Mais le coup d'avoir fait la gueule, je me souviens parce que des fois, ça me revient à l'esprit et je me dis, mais franchement, meuf, t'as abusé de ouf. Mais voilà, c'était l'enfance, c'était le début de l'adolescence et c'était les sautes d'humeur insupportables. Enfin, je dis ça, mais moi j'en ai toujours des sautes d'humeur insupportables, donc est-ce que j'ai vraiment mûri? Je suis pas sûre. La question suivante, c'était les premiers livres que tu te souviens d'avoir lus. Alors moi, les tout premiers, alors je me souviens pas, mais j'ai des photos et j'ai la collection de tous les Martine, les Caroline, les Juliette que mes tantes et mes oncles m'achetaient pour Noël et qu'on lisait ensemble du coup, mais ça j'étais quand même très petite et c'est pas les premiers livres que j'ai lus toute seule, on va dire. Par contre, je me souviens très bien avoir lu des romans Barbie dans la bibliothèque rose, mais l'ancienne bibliothèque rose. Vous savez, les versions un peu cartonnées, là, hyper vieilles, avec les pages jaunies, parce que t'as l'impression qu'elles ont fait la moitié de ta famille avant toi. Donc je me souviens avoir lu quelques Barbie, et après je suis passée du coup Club des 5. Je lisais aussi Alice Queen, je crois que ça s'appelait, c'était une détective. C'était un peu comme le Club des 5, sauf que c'était une meuf, elle était hyper badass, elle était plus âgée aussi, et c'était trop bien. Pareil, hein, c'était Bibliothèque Verte, le Club des 5, Alice et tout, c'était Bibliothèque Verte, mais les vieilles versions, bien anciennes, bien jaunies. En plus, c'était, je crois, un ami de mes parents qui leur avait filé une caisse complète, il n'y avait que ça. Je les avais tous dévorés. Et après, du coup, alors il y a sans doute eu d'autres livres entre-temps, hein, mais après, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est évidemment quand j'ai découvert Pierre Bottero, La Quête des Willan, Les Mondes des Willan, etc. Ça, c'était mes sagas préférées. Je me souviens d'ailleurs avoir découvert La Quête des Willan grâce à mon cousin, parce qu'il avait eu les premiers tomes de la saga pour un anniversaire, ou je ne sais plus quoi. Et je me souviens très bien avoir regardé le résumé, et en fait, le résumé, il en disait pas grand-chose, genre c'était juste une phrase à l'arrière, et je m'étais dit... trop bizarre, et j'avais reposé le livre et j'étais partie, et en fait je pense que quelques mois après il m'a dit mais si vas-y je te le prête et tout, et genre la révélation, il avait réveillé un monstre. Donc évidemment les romans de Pierre Bottero, et une autre saga dont j'étais hyper fan à l'époque et toujours aujourd'hui d'ailleurs, c'est le Livre des étoiles d'Eric Lhomme, parce que c'était incroyable cette saga, vraiment. Ils ont fait récemment une réédition grand format intégral, etc. Franchement incroyable, lisez, mais d'ailleurs je l'ai en fait, pourquoi je vous l'ai pas montré? Ça, c'est les versions que je lisais quand j'étais petite. Enfin, petite, après j'exagère, hein, j'avais une dizaine d'années aussi.
Donc la saga Le Livre des Étoiles, le premier s'appelle Cadeur le Sorcier, c'est Eric Lhomme qui a écrit ça, et bon bah voilà, c'est la trilogie complète. Et c'est une telle pépite, c'est incroyable, incroyable, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui vit dans le monde, le pays 10, le garçon s'appelle Guillaume, on va dire son prénom, comme ça ce sera plus simple. Il vit dans le pays 10 qui en fait est un bout de la France qui s'est détaché et qui est passé un petit peu dans un autre monde. Et du coup il y a genre notre monde, le pays 10 et un autre monde encore au-dessus qui sont superposés on va dire. Donc notre monde, bah il est classique, on connaît pas leur existence, etc. Le pays 10, il est entre le monde magique et le monde normal, aussi bien dans la manière qu'ils vivent que géographiquement, on va dire. Et puis, encore à côté, il y a le monde incertain, c'est-à-dire le monde où il y a tous les dangers, qui est 100% magique. Et dans le monde de Guillemot, il y a à la fois des gens qui vont conduire des bus et des sorciers, des chevaliers par exemple. Et lui, il a toujours rêvé d'être chevalier, mais un jour, totalement par hasard, il va faire preuve d'un grand pouvoir magique et du coup, il va être accepté en apprentissage auprès d'un des plus grands sorciers de la confrérie. Et à partir de là, mais c'est des embrouilles à gogo et c'est absolument incroyable. Les personnages, ils sont géniaux, c'est très très bien écrit. Et c'est tellement une pépite incroyable que ça méritait du coup une petite réédition et une petite remise en avant. Et c'est pour ça que l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, Gallimard a sorti une intégrale que voici. Elle est vraiment sublime, sublime, vraiment. Ah bah non, attendez, j'aurais pas dû faire ça parce que du coup on les voit pas bien. Là, comme ça. Donc c'est un beau bébé, mais ça vaut vraiment le coup parce que bah voilà, la saga elle est incroyable, je l'ai dit 40 000 fois, pépite. C'est du même niveau que Pierre Bottero, c'est un peu moins connu je pense, et c'est dommage parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Donc voilà, il y avait Pierre Bottero, il y avait Le Livre des Étoiles, bien sûr il y avait Harry Potter, évidemment, évidemment. Et c'est vraiment les souvenirs que j'ai de mes lectures enfance puis début d'adolescence. Et ça rejoint du coup la question d'après du tag qui était tes séries d'enfants préférées. Et c'est la Sainte Trinité, c'est-à-dire Harry Potter, Pierre Bottero et Le Livre des Étoiles. Cœur, cœur. On passe à une nouvelle catégorie du tag et on va parler du coup de mes habitudes de lectrice. La première question c'est est-ce que je lis avec ou sans musique? Et honnêtement, je peux faire les deux. Franchement, je peux faire les deux. Je préfère sans, parce que du coup, j'ai l'impression d'être plus au calme, ça m'apaise vraiment plus. Mais s'il y a du bruit, ou même selon le livre que je lis, ou selon la musique qui passe, je peux tout à fait lire avec de la musique, ça ne me gêne pas. En fait, de manière générale, je peux arriver à lire dans des conditions que beaucoup de personnes trouveraient impensables, ou jugeraient pas idéales, parce que je peux lire dans la voiture, je peux lire dans le train. Ça m'arrive de pouvoir lire quand des gens parlent à côté de moi, par exemple au travail, quand je suis en pause et que je suis en train de lire. Parfois, je me rends même pas compte que mes collègues sont à côté de moi. Enfin, c'est hyper méchant dit comme ça, mais vous avez compris l'idée. Je lis dans les transports en commun. Alors, en général, dans les transports en commun, du coup, j'ai ma musique. Mais en fait, j'arrive à faire passer la musique en arrière-plan pour que ça fasse juste coupure avec le bruit qui m'entoure et que je sois bien concentrée sur mon livre. Je peux lire en marchant, je peux lire en me brossant les dents, je peux lire, ça m'est même arrivé de lire en fermant mes volets, dans la rue. Non, vraiment, j'ai pas encore trouvé de situation dans laquelle je n'arrive pas à lire. Alors peut-être que si je faisais un saut en parachute, par exemple, je n'arriverais pas à lire, je vous l'accorde. C'est une théorie qui serait à tester. Donc voilà, avec ou sans musique, ça n'a pas vraiment d'importance pour moi. Autre question, est-ce que je bois ou est-ce que je mange durant mes lectures? Parce qu'il y a des gens qui aiment beaucoup grignoter ou avoir une petite boisson chaude ou froide à côté selon la période. Moi, de manière générale, alors je peux, comme je peux en fait tout faire en lisant, ça m'arrive de manger en lisant. Genre des fois, j'ai pas envie de regarder un épisode d'une série ou quoi, je lis en bouffant mon repas du soir. Ou à ma pause à midi au travail, ou en prenant mon goûter ou mon petit déj. Donc dans ces cas-là, oui, évidemment, je mange et je bois. Mais sinon, pas trop, parce que en fait, souvent, quand je commence à lire et que du coup, je suis emportée par le livre, ce qui m'arrive quand même très très souvent, je me rends pas compte que la vie, elle passe à côté. Donc je me rends pas compte que le temps passe et je me rends pas compte que j'ai faim ou que j'ai soif. Ça m'arrive, et je pense que ça arrive à beaucoup d'entre vous aussi, de commencer à lire en me disant « Vas-y, je lis un petit moment, il est 16h et tout ». Je relève la tête, je pense avoir lu une demi-heure, et en fait, c'est 2 heures après. Et même en fait quand je commence à manger en lisant, souvent je mange vite et après je suis 100% lecture. Donc de manière générale non, je ne mange pas et je ne grignote pas et je ne bois pas durant mes lectures. D'autant plus que je lis essentiellement le soir dans mon lit et que du coup non, je mange pas dans mon lit. Ça rejoint une question suivante, ton endroit préféré pour lire? Et je pense que c'est mon lit. Alors encore une fois je peux lire n'importe où. Et évidemment j'adore lire à la plage, bien au soleil, tranquillou et tout. Mais je pense que l'un des meilleurs moments de mes journées, c'est quand j'arrive dans ma chambre, j'allume ma lumière, je fais mon petit setup et tout, je me glisse dans mon lit et j'ouvre mon livre et là je me dis, tu vois, c'est ça qu'on veut. Et je pense que c'est pas simplement parce que c'est mon lit ou que c'est la fin de la journée et que tu sais que tu vas pouvoir te reposer, je sais pas, c'est un combo total de ce moment vraiment hyper cosy, hyper chill où tu sais que tu vas pouvoir t'évader et c'est ça que j'aime beaucoup. Autre question, est-ce que tu lis un seul livre à la fois ou est-ce que tu en lis plusieurs?
Et je sais qu'il y a beaucoup de gens, et Maë, Kevin, je parle de toi, qui lisent beaucoup de livres en même temps, mais moi j'y arrive pas du tout. Et pourtant j'ai déjà essayé. J'ai déjà essayé quand par exemple je lisais un livre en numérique et que j'avais pas ma tablette, ou inversement quand je lisais un livre en papier et que j'ai pas pu l'emmener. Enfin bref, j'ai essayé de lire plusieurs livres en même temps. J'ai essayé de lire une romance et à côté un truc de science-fiction. Je n'y arrive pas. Même si les livres sont hyper différents, j'ai l'impression que mon cerveau il est en mode non non attends, ça le fait vriller quoi. Du coup c'est vraiment un livre à la fois pour moi, et en même temps c'est pas hyper gênant parce que des personnes disent que le fait de lire deux livres en même temps leur donne l'impression de lire plus, mais moi je lis déjà tellement vite qu'en fait même si y a un livre qui me tente de ouf et que j'ai envie de l'attaquer tout de suite, je sais qu'en fait en quelques jours je pourrais l'attaquer puisque je lis très vite et que le livre en cours que je suis en train de lire, c'est n'importe quoi, cette phrase elle n'a aucun sens. Je reprends. Grosso modo, même si par exemple un livre sort et que j'ai trop envie de le lire mais que je suis déjà dans une lecture en cours, je vais pas éprouver le besoin de faire deux lectures en même temps puisque je sais que je vais vite finir celui que je suis en train de lire et que je vais pouvoir attaquer l'autre. Voilà, je sais pas pourquoi, encore une fois, je m'appesantis là-dessus. On enchaîne. Est-ce que tu es adepte des lectures communes ? Pas du tout, j'ai essayé d'en faire plusieurs et en fait encore une fois je lis tellement vite que ça me frustre de devoir m'arrêter, et vu qu'en plus je peux pas lire plusieurs livres à la fois, quand je fais une lecture commune je dois m'arrêter, me tenir au nombre de chapitres établis, et souvent en fait je les lis trop vite et après je sais plus quoi faire. Donc j'ai un historique de tentatives de lecture commune qui se sont soldées par des gros échecs parce que je finis toujours les livres beaucoup trop vite et sans attendre mes partenaires de lecture commune. Donc encore une fois, je suis désolée à tous ceux qui ont essayé de faire une lecture commune avec moi, mais j'ai retenu la leçon et je pense que maintenant si je dois en faire ou si je dois en organiser, ce sera un format un peu différent. Ce sera pas forcément on se fixe un nombre de chapitres, mais on se fait par exemple des points réguliers. Enfin je sais pas encore trop comment je pourrais faire ça, mais non, moi faut pas me fixer un nombre de chapitres les gars, j'ai aucune volonté. Donc si j'arrive à un moment et que j'ai envie de continuer, je suis désolée mais je vais continuer. Est-ce que tu fais des relectures ou non ? Eh bien oui, avant je faisais énormément de relectures pour la simple et bonne raison, on en revient toujours au même point, que je lis très vite et que du coup je lis beaucoup. Et que du coup il me faut beaucoup de livres et que ça a un coût certain. Ça coûte très cher de lire, et à l'époque où c'était mes parents qui me payaient mes livres, ou à l'époque encore où j'étais étudiante et où j'avais pas trop les moyens, je faisais beaucoup de relectures parce que du coup j'ai besoin de toujours avoir un livre à lire. Je ne peux pas passer un moment sans savoir que j'ai un livre en cours ou sans savoir quelle sera ma prochaine lecture. Je sais pas si c'est psychologique ou si c'est moi qui me suis entraînée toute seule là-dedans, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai besoin de savoir que j'ai une lecture en cours ou une lecture qui arrive, tu vois. Du coup, à l'époque où je ne pouvais pas m'acheter un livre dès que j'avais besoin d'en lire un, je faisais beaucoup de relectures de mes romans préférés ou même de romans que j'avais beaucoup aimés. Enfin bref, je faisais énormément de relectures parce que ça me permettait de pas craquer mon slip et de maintenir un certain budget. Sauf que depuis que je suis, on va dire, autonome et en fait, grosso modo, depuis que j'ai un salaire, j'ai tendance à craquer beaucoup trop. Je suis absolument pas raisonnable. Mais vu que c'est mon argent, j'ai un peu moins de scrupules à le dépenser, alors qu'avant, quand c'était l'argent de mes parents, je me disais non mais meuf, tu vas pas abuser non plus. L'argent qu'ils te donnent, c'est pour payer tes études, c'est pour payer ton loyer, c'est pour vivre, mais c'est pas non plus pour que t'achètes des livres tous les 2 matins. Sauf que maintenant, vu que c'est mon argent à moi, les arguments tiennent un peu moins parce que je me dis ouais mais tu l'as gagné à la sueur de ton front et tout. Enfin bref, vous connaissez les arguments. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui j'achète beaucoup de livres et vu que j'ai toujours des nouveaux livres dans ma pile à lire, je fais moins de relectures. Et le facteur qui est aussi très important pour comprendre pourquoi je fais moins de relectures, c'est évidemment les services de presse que je reçois. Puisque vous n'êtes pas sans le savoir, vous avez vu mes book hauls, je reçois énormément de services de presse, et vu que je les fais passer en priorité sur mes lectures perso entre guillemets, c'est-à-dire les livres que je m'achète moi-même, et j'ai grosso modo toujours quelque chose à lire, et vu que j'essaie quand même de me tenir à un certain délai par respect pour la maison d'édition qui m'envoie le livre, je suis toujours plus ou moins bookée sur mon planning de lecture. Donc si tu cumules le fait que j'arrête pas de m'acheter des livres, que j'en reçois beaucoup et que du coup je priorise ces lectures-là, j'ai beaucoup moins de temps pour faire des relectures. C'est pas forcément l'envie qui m'en manque, mais c'est vrai que j'ai moins le temps. D'ailleurs c'est intéressant parce que au début de cette année je vous avais fait une vidéo en vous disant ouais les relectures ça manque et tout, je vais trop en refaire, et du coup je vous avais montré certains livres que je voulais relire. Je vous mettrai la vidéo par ici si vous le souhaitez. Je pense qu'on peut dire que ça va être un fail. Un gros échec. Parce que je crois que sur les 11 livres que je vous avais présentés, j'en ai relu 2. On est bien là. Mais ouais, c'est vraiment un manque de temps et pas un manque d'envie, parce que replonger dans des univers que tu connais et que tu sais que tu as aimé, c'est trop agréable. Mais quand même, cette année, j'aimerais relire au moins Hunger Games et Percy Jackson, parce que du coup, actualité autour de tout ça, vous le savez, on a d'abord le film Hunger Games qui sort en novembre, enfin le film du préquel, et bien évidemment la série Percy Jackson qui arrive sur Disney+ à la fin d'année. Donc j'aimerais trop avoir le temps de me caler des petites relectures quand même. Affaire à suivre.
Est-ce que je préfère les hardbacks ou les paperbacks? Autrement dit, est-ce que je préfère les brochés ou les reliés? Et de manière générale, moi je préfère toujours les paperbacks parce que ça coûte moins cher, ce qui veut dire que tu peux t'en acheter plus. Parce que au final, la couverture c'est souvent la même et le contenu reste le même. Et parce que c'est quand même plus pratique à transporter et je sais pas, à tenir, ça fait pas la même impression. Donc j'ai quand même une préférence pour les paperbacks. Mais je dois avouer que depuis quelques temps, ils font des éditions collector, hardback, reliées, je ne sais plus trop comment on dit, qui sont absolument magnifiques. Et surtout quand il y a le jaspage en plus, là j'avoue que je peux être assez faible. Et que dans ces conditions, c'est possible que je craque pour une version qui est donc plus chère. C'est pas systématique, j'arrive en général assez bien à être raisonnable, mais ouais, quand même, ça m'arrive. Et je pense qu'on est tous à peu près pareil, donc on enchaîne, on va pas non plus se faire culpabiliser pour ça. Est-ce que tu préfères les poches ou les grands formats? De manière générale, je préfère les grands formats, vous pouvez le constater autour de moi, pour la simple et bonne raison que c'est ce qui sort en premier et que j'ai jamais la patience d'attendre la sortie du format poche. Parce que en soi, les poches, c'est moins cher, c'est hyper mignon et ça prend moins de place. C'est quand même plus pratique dans l'ensemble. Mais ça veut dire attendre au moins 1 an. Et ça, moi, j'ai jamais su faire. Je suis pas connue pour ma patience et ça se manifeste du coup par cette abondance de grands formats. La seule exception où pour le moment je me tiens assez bien et je suis quand même assez fière de moi, c'est les romances et surtout les romances chez Hugo. Parce que leurs grands formats sont hyper jolis, bien sûr, mais je trouve leurs poches beaucoup trop kiki. Je ne sais pas pourquoi, hein, vraiment, j'ai un petit crush sur ces éditions de poche et je me suis fixée comme objectif du coup d'attendre la sortie poche des romances qui me tentent le plus, sachant que la plupart j'arrive à récupérer des services de presse au travail, donc je peux les lire au moment de leur sortie. Et du coup après je peux voir si vraiment je les ai aimés, je les achèterai en sortie poche 1 an après quoi. Mais des fois c'est dur d'attendre 1 an, vraiment. Et c'est pour ça que je vais quand même voter pour grand format. Est-ce que tu préfères les sagas ou les one-shots? Alors ça c'est l'éternelle question. Personnellement, je pense que je préfère quand même les sagas parce que tout simplement, t'as l'impression que tu as plus le temps d'explorer l'univers, les personnages, leurs relations, leur évolution, etc. C'est quelque chose qui forcément, vu que c'est suivi, te donne une impression d'être un peu plus construit, un peu plus approfondi. C'est pas toujours le cas évidemment parce qu'il y a des one-shots qui sont incroyablement profonds et construits et intéressants et fascinants et addictifs et tout ce que vous voulez. Mais j'ai quand même une petite préférence pour les sagas. Par contre, c'est vrai que de temps en temps, un one-shot, ça fait du bien parce que tu lis le livre et tu sais que tu n'auras pas à attendre la suite ou à te prendre la tête pour te dire « Ah, mais faut que j'achète la suite, et nanani, nanana ». Pas de suspense, pas de peur, pas d'angoisse, quoi que ce soit. Juste, tu lis et t'es bien. Donc, parfois, les one-shots, ça a du bon, mais je pense quand même que je préfère les sagas. Est-ce que tu préfères lire en VO ou en VF? Si vous suivez un petit peu mes vidéos, vous savez déjà ce que je vais répondre. En soi, j'adore lire en VO. Alors, en VO, en anglais, parce que je suis pas non plus quadrilingue, hein, je parle français et anglais, c'est déjà pas mal. J'ai, je pense, un niveau à peu près correct en anglais qui me permet de lire des livres et d'apprécier ma lecture. Vous voyez, c'est pas... Mon cerveau, il est pas tout le temps en train de décrypter et se dire « Oh là là, qu'est-ce que ça veut dire, etc. » Non, j'ai, je pense, atteint un niveau où ça vient quand même assez fluidement, donc ça, je suis hyper contente. Et il y a des moments où j'ai envie de lire en anglais et où je lis en anglais et où j'adore ça. Mais vous connaissez ma petite malédiction, souvent quand j'achète un livre en anglais qui me tente trop, environ 1 semaine après, une maison d'édition annonce qu'ils vont le traduire. Et à ce moment-là, la flemmasse en moi se dit « Mais alors du coup, pourquoi on le lirait en VO alors qu'on peut attendre un peu et l'avoir en VF ?» Parce que j'ai beau avoir, comme je vous le disais, un assez bon niveau en anglais, c'est quand même beaucoup plus fluide de lire dans ta langue natale, on le sait. Donc, j'adore lire en VO, mais c'est vrai que très souvent, je fais ma grosse flemmasse et j'attends quand même la sortie VF. On passe à la 3e et dernière catégorie de ce tag, c'est-à-dire tes préférences. Je ne sais plus comment je voulais appeler au début. Je crois que c'était ça, en gros tes préférences de lecture. Et là, on va y aller les gars, puisque la première question, c'était bien évidemment ton top 3 de sagas préférées. Bon, allez, je vais être honnête avec vous. En réalité, c'était tes 3 romans préférés, mais moi je ne peux pas en choisir que 3. Donc j'ai un petit peu triché. Je vais d'abord vous présenter mes 3 sagas préférées et après mes 3 one-shots préférés. Big brain. Bon, en réalité, mes 3 sagas préférées ne vont surprendre absolument personne, puisque bien évidemment, il y a Percy Jackson, il y a Hunger Games, et la 3e, c'est Six of Crows. Ça, c'est vraiment la base de la base de la base. La veine dans mon sang, non, le sang dans ma veine, l'oxygène de mes poumons, t'as vu? Je pense vraiment que c'est ces livres qui font 90% de mon identité de lectrice. C'est mes bébés d'amour. Je vais pas vous faire l'affront de vous présenter ces 3 sagas, mais vraiment, voilà, pépite absolue, méga coup de cœur. Et c'est d'autant plus vrai que c'est des livres que j'ai lus du coup maintenant il y a un bon moment. Et pourtant en fait, même aujourd'hui quand je les relis, quand je relis des passages, mais je les trouve toujours aussi incroyables et je trouve que ça c'est très fort. C'est pas seulement des livres que tu apprécies parce que c'est la découverte ou parce que c'est l'effet de surprise ou voilà. Non, c'est vraiment des livres qui pour moi sont incontournables, sont magistrales, sont extrêmement bien écrits, bien menés, originaux, tout ce qu'il faut. Voilà, c'est dit, c'est fait.
j'en profite pour ajouter une petite couche, mais il faut lire ces sagas. Il y en a d'autres évidemment que j'adore, hein. J'aurais pu vous parler justement des romans de Pierre Bottero, j'aurais pu vous parler de Red Rising, de Rebelles du désert, de Eragon, enfin il y en a 1 500 000, mais celle-là, c'est mon golden trio. Et en ce qui concerne mes one-shots préférés, donc mes 3 one-shots préférés, pareil, pas trop de surprises, Les âmes vagabondes, pépite incroyable. Cette couverture met un peu mal à l'aise, mais franchement, passer outre, c'est incroyable. Et évidemment, Daisy Jones and the Six. Là aussi, c'est tellement original, autant dans la construction que dans les personnages qui sont mis en scène, etc. Mais vraiment trop beau. Ça commence à faire un petit peu plus parler de lui parce que bien sûr, il y a eu la série et les acteurs sont incroyables, les musiques sont magistrales. Donc franchement, je suis très contente de voir qu'on en parle un petit peu plus parce que il mérite énormément de succès. Cette autrice, de manière générale, mérite beaucoup de succès. Et le 3e one-shot que j'adore, un de mes préférés, c'est le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Marianne Schaffer et Annie Barrows. Je sais plus si je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne. C'est un roman historique épistolaire qui raconte l'histoire d'une jeune autrice pendant la Seconde Guerre mondiale, enfin juste après la Seconde Guerre mondiale, qui est à la recherche en fait d'un nouveau sujet pour son prochain roman. Et totalement par hasard, elle va entrer en contact avec les habitants de l'île de Guernesey et elle va apprendre un petit peu à les connaître, elle va retracer leur expérience de guerre et elle va apprendre plein de choses, à la fois bien sûr sur la guerre, sur la société, sur ces personnes qu'elle va rencontrer, mais aussi sur elle-même. Alors dit comme ça paraît très bateau, très classique, mais déjà il y a le format épistolaire qui rend tout hyper addictif, et puis les personnages sont incroyables, il y a énormément d'humour, il y a des situations totalement loufoques, il y en a d'autres qui sont extrêmement touchantes, c'est vraiment une pépite. Pareil, il y a eu une adaptation en film il y a quelques années, donc ça avait un petit peu relancé la hype autour de ce roman, mais selon moi il mérite 1 milliard de plus. Ça n'avait pas de sens ce que j'ai dit. Vous avez compris, il mérite plus de hype selon moi. Voilà donc mes 3 one-shots. Si je m'écoutais, j'aurais triché. Vous remarquez que j'ai pas encore tout à fait vraiment triché quand même dans ce tag. C'est incroyable, ça mérite d'être mentionné, parce que d'habitude je suis une grosse tricheuse, même quand c'est moi qui invente les tags. Mais du coup, si je devais tricher, je rajouterais probablement un roman de Emily Henry, parce que je les ai découverts, vous le savez, très récemment, mais je les ai tous tellement aimés, et c'est des one-shots à chaque fois. C'est juste que je ne l'ai pas cité dans cette catégorie parce que je serais incapable de choisir un roman en particulier. Je les ai tous tellement aimés que... Voilà. Quel est ensuite ton top 3 de Book Boyfriend? Et bien là, vous n'allez pas être surpris du tout. On a Percy, on a Fifi, et en 3e position, et c'est là par contre que je me rends compte que j'abuse un peu, on a Sebastian Stan. Ouais, c'est pas du tout un Book Boyfriend, mais il est tellement inaccessible que ça revient au même en fait. Le mec il est tellement loin qu'il pourrait être fictif, ce serait la même chose. Et en plus, vu que je le connais pas, il est un peu fictif parce que, enfin vous voyez ce que je veux dire, je m'imagine comment il serait, alors que ça se trouve il est pas du tout comme ça, enfin c'est même probable qu'il est pas du tout comme ça. Bref, voilà, c'est mon top 3. Il y en a évidemment beaucoup d'autres, parce que vous-même vous savez, je tombe amoureuse du livre, mais surtout d'un personnage du livre à peu près à chaque lecture. On est bien, hein. Là s'il y a un thérapeute qui passe, il se dit putain, il y aurait du boulot. Il aurait pas tort, mais j'ai une liste de Book Boyfriend super longue. Seulement là, c'est vraiment mes bébés d'amour. Et c'est les plus anciens. Alors, Seb, c'est différent. Seb, genre vraiment, c'est mon pote. Non mais calme-toi, Marie. Donc lui, évidemment, c'est différent. Mais pour le coup, Percy et Finnick, ça fait plus de 10 ans, quoi. C'est incroyable, genre. J'ai jamais été aussi fidèle et loyale à quelqu'un, et ce quelqu'un n'existe même pas. C'est incroyable. C'est hyper triste aussi. On enchaîne. Le top 5 de mes auteurs préférés. J'ai l'impression qu'on tourne un petit peu en rond, hein, je suis désolée, mais évidemment il y a Rick Riordan, évidemment il y a Suzanne Collins, obligée de m'incliner devant le maître et de citer Pierre Bottero, mais aussi Leigh Bardugo parce que voilà, queen absolue. Et j'allais dire Emily Henry, mais en fait ça fait quand même pas très longtemps que j'ai découvert ses romans, donc évidemment que je l'adore, mais il faut pas oublier qu'avant elle, un petit peu dans le même genre d'ailleurs, un peu moins romancé, mais quand même, il y avait Taylor Jenkins Reid qui a écrit plein de romans, j'ai lu quasiment tous ses romans et tous ont été des coups de cœur, faut quand même le faire. Daisy Jones and the Six, Les Sirènes de Malibu, Carrie Soto is Back, c'est vraiment des pépites absolues, donc je me dis, elle mérite, Taylor Jenkins Reid mérite d'être dans mon top 5. Ça va absolument rien changer à sa vie, elle s'en fout total, mais je le dis, elle fait partie de mes auteurs préférés. J'en oublie aussi probablement plein, c'est sûr, hein, mais c'est les premiers qui me viennent à l'esprit en tout cas quand on me dit quels sont tes auteurs préférés. Quel est ton genre préféré? Est-ce que c'est la fantasy, la science-fiction, le contemporain, l'historique, les thrillers, voilà, je ne sais pas quoi? Moi je dirais que c'est la fantasy ou le fantastique young adult. Évidemment je lis d'autres choses et j'apprécie d'autres choses, certains de mes plus gros coups de cœur ne sont pas forcément dans cette catégorie, mais c'est ce que je lis majoritairement, même si depuis quelques temps c'est vrai que je lis énormément de romances et que du coup j'aime beaucoup ça.
Mais c'est comme tout, on a des phases, et là je suis dans une phase où je lis beaucoup de romances, mais j'en reviens toujours à mon premier amour et à mes plus gros coups de cœur qui sont quand même dans l'univers fantasy, fantastique, en young adulte toujours. Une trope que tu adores et une trope que tu détestes. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis que j'ai commencé à lire de la romance, j'adore la trope du fake dating. Où ils font semblant de sortir ensemble pour s'arranger pour des raisons ou pour une autre, et qu'en fait on se rend compte qu'ils étaient amoureux depuis quasiment le début, ou alors qu'ils vont tomber amoureux. J'adore ça. C'est une des tropes qui est la plus improbable parce que la plupart du temps, la situation pourrait être résolue en 5 minutes de discussion, mais moi j'adore ça, j'adore les petites scènes un peu pleines de tension que ça crée. Et j'aime aussi beaucoup, et ça je pense que c'est un peu moins courant, mais j'aime aussi beaucoup les Friends to Lovers parce que je trouve ça hyper mignon. Et souvent en plus quand on a des petits flashbacks et tout, enfin je sais pas, ça me... Voilà. On a eu cette discussion l'autre jour avec mes copines Nana et Maë et on devait choisir entre est-ce que tu préfères Friends to Lovers ou Enemies to Lovers, et elles ont dit Enemies to Lovers et moi j'étais en mode oui, c'est génial Enemies to Lovers, j'adore, surtout quand c'est bien fait, mais par contre Friends to Lovers ça a une petite saveur en plus pour moi, donc voilà, c'est, je pense, mes 2 tropes préférées. Après, il y en a plein d'autres qui sont vraiment très cool, et je pense que je ne les connais pas toutes d'ailleurs. Genre, j'adore Grumpy Sunshine par exemple, mais celle-là, c'est vraiment mes bestes. A l'inverse, les tropes que je déteste, alors c'est pas forcément que je les déteste, si elles sont dans un livre, ça va pas non plus me freiner de ouf, mais c'est pas ce que je préfère, c'est celle de la grossesse accidentelle. Ça n'empêche pas, encore une fois, que je peux apprécier le livre, hein, bien évidemment, mais voilà, je sais pas, c'est moins mon délire. Et j'ai aussi un petit peu du mal avec la différence d'âge quand elle est très prononcée, quoi, parce que je pense que ça me met un petit peu mal à l'aise. Et je sais que je ne suis pas la seule. Un livre que je recommande absolument à tout le monde. Alors, vous-même, vous savez, il y en a 1 500 000 que je vous recommande H24, mais un dont je n'ai pas parlé depuis un petit moment et qui pourtant mériterait d'être dans vos piles à lire et dans vos romans préférés, c'est Rebelles du désert, qui est paru chez PKJ il y a déjà plusieurs années. C'est une saga qui, je pense, a pas très bien fonctionné et pourtant elle est incroyable. Il y a absolument tout ce qu'il faut dans cette saga. C'est l'histoire d'Amani qui vit dans un désert, dans un monde un petit peu différent du nôtre parce qu'il y a un peu de magie. Et en fait, c'est l'histoire de son émancipation, c'est l'histoire de comment elle apprend à être qui elle est vraiment. C'est une histoire de magie, de rébellion, d'amour. Il y a tout ce qu'il faut, tous les éléments sont cochés, c'est absolument incroyable. Il me semble avoir vérifié l'autre jour et je crois que le livre n'est même plus édité, donc mon cœur se brise, mais je continuerai quand même à vous le recommander parce que vous pouvez bien évidemment le trouver d'occasion ou je pense en numérique. Donc franchement, si vous avez l'occasion, mais allez-y, foncez. Il y a 3 tomes, ils sont tous aussi incroyables les uns que les autres. Donc ça s'appelle Rebelles du désert de Alwyn Hamilton, je crois. Pépite. J'ai loupé ma bouche, mais pépite. On a presque fini, accrochez-vous. On me demandait de parler d'un livre qui m'a fait rire. Et évidemment, Percy m'a fait mourir de rire. Mais dans un genre un petit peu différent et beaucoup plus récemment, j'ai aussi éclaté de rire en lisant Campus Driver parce qu'il y a des punchlines et des situations absolument incroyables. Ensuite, on me demandait un livre qui t'a fait pleurer et évidemment Percy Jackson, mais aussi plus récemment et dans un style différent, Campus Driver. Non, je rigole. Enfin, je rigole pas, c'est vrai. Les deux m'ont fait chialer. Mais les romans qui m'ont fait pleurer, il y en a beaucoup parce que j'ai la larme très facile. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet. Je vous mettrai encore une fois le lien par ici. Je pleure très vite et très facilement, mais il y en a certains en particulier qui m'ont vraiment bouleversée, notamment celui-ci. Je crois que je vous le dis à chaque fois, mais c'est mon record. J'ai dû pleurer à partir de la page 50 ou un truc comme ça, et après j'ai eu du mal à m'arrêter de pleurer, quoi. Pépite incroyable ce roman aussi. Et du coup, si vous aussi vous aimez pleurer et si vous voulez avoir des recommandations de livres qui font chialer, je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo parce que c'est que des livres qui m'ont émue. Il y a un petit peu de genre différent, hein, mais vraiment, préparez les mouchoirs. Et enfin, la dernière question, c'était un livre que tu n'as pas réussi à lâcher. Pareil, là il y en a plusieurs parce que y en a plein qui sont hyper addictifs, mais j'ai tout de suite pensé à celui-ci, La couleur du mensonge, parce que je vous avais déjà raconté je crois cette anecdote, mais je l'ai lu pendant le confinement et je l'ai commencé genre à 18h et je l'ai fini à 3h du mat. Impossible de m'arrêter de lire, le plot twist m'a retourné le cerveau, l'univers est incroyable et pour vous dire j'ai eu un tel coup de cœur pour ce premier tome que j'ai les 2 autres dans ma pile à lire, mais je n'ose pas les lire de peur d'être déçue tellement celui-ci était parfait à mes yeux. On en est là quand même. C'est absolument illogique comme raisonnement, mais c'est comme ça, je ne peux pas déroger à ma peur d'être déçue. Ma peur d'être déçue. Déroger à ma peur d'être déçue. Il est temps que cette vidéo s'achève, hein. Donc voilà, pareil, pépite, on en parle un petit peu, mais pas autant qu'il le faudrait et autant que cette saga la mériterait, franchement. Voilà, c'est donc les questions que j'ai trouvées qui reviennent le plus souvent dans les tags Get to Know Me Bookish Edition.
Et j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les lâcher en commentaire. Comme je vous le disais au début, j'essaierai de vous faire le plus rapidement possible une vraie foire à questions. Mais j'espère qu'en attendant, ça a un petit peu assouvi votre curiosité. J'ai un peu remasterisé les tags que j'ai trouvés, j'en ai mélangé plusieurs, j'ai fait des petites sélections parce qu'il y avait des questions qui me paraissaient pas très intéressantes ou qui au contraire abordaient beaucoup trop ma vie perso et je pense pas que c'est ce qui vous intéresse le plus. Donc voilà, c'était un petit peu brouillon, ça part un peu dans tous les sens, vous avez l'habitude maintenant. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, à vous abonner, à activer les notifications, vous-même vous savez. Si vous êtes trop timide pour commenter, n'hésitez pas à mettre un petit emoji... J'allais dire un truc qui représente un peu moi. Vous avez l'emoji avec les lunettes, tu sais celui qui a l'air un peu débile là, qui monte les dents. Mettez un emoji lunettes en hommage à toutes ces heures que j'ai passées à lire Collé à mon Velux à la lumière de la lune et qui ont bousillé mes yeux, qui aujourd'hui ont besoin de soutien. Voilà, je vais peut-être un peu loin, mais n'hésitez pas à lâcher le petit emoji lunettes, à me dire si vous avez lu un des livres dont j'ai parlé évidemment, ou pourquoi pas à répondre aux catégories qui vous intéressent en me disant vos premières lectures, ou vos livres préférés, vos auteurs préférés, etc. etc. Bref, à papoter comme d'habitude. Et en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!